Romain Besse, directeur des relais parentaux du 44 en Loire-Atlantique. On l'a vu encore plus pendant la crise, mais le reste de l'année, parents, ça ne s'apprend pas. Parents, on le découvre au fur et à mesure avec les enfants, etc. Et puis, on ne vous demande pas d'être déçus, on nous montre des vidéos et des pubs où normalement les parents sont formidables, tout le monde patient, tout le monde regarde ses cheveux. Enfin, on est tous pareils. Quand on est parents, il y a des moments, on en a marre, on est fatigué, on ne peut plus, parce qu'on a aussi ces problèmes de femmes et d'hommes. Et c'est là où la Croix-Rouge intervient, avec une chouette initiative, justement, de ces relais parentaux. Et l'idée là-dessus, c'est justement de comprendre un peu ce que vous faites. Quelques chiffres pour bien comprendre. Il y en a une dizaine seulement, donc 5 Croix-Rouges françaises, des structures qui sont des lieux de répit, ouverts 24 heures sur 24 pour confier ses enfants librement et ponctuellement. Qui mieux qu'une maman pour en parler? C'est Dounia qui a accepté de vous en parler, de témoigner là-dessus. Elle est maman de 3 enfants, célibataire. Elle confie ses enfants au relais parental La Passerelle 92. C'est à Gennevilliers et certains week-ends, elle a besoin de se ressourcer. C'est pour ça qu'elle a besoin de ce relais. Et vous allez l'entendre tout de suite. Tout le monde y trouve son compte. Et pareil, sans jugement, on en parle sans tabou, sans langue de bois. Écoutez-la. Merci Dounia d'avoir accepté de témoigner et je voudrais juste dire derrière ce merci, Dounia est une maman comme les autres qui représente tous les parents comme les autres, les papas, les mamans, tous les gens qui à un moment ou à un autre ont besoin de souffler. Romain, comme Dounia, si à un moment ou à un autre j'ai besoin de souffler, ça veut dire que vous êtes ce joli relais. Derrière le mot relais, il y a quelque chose littéralement de très joli. C'est ça, c'est une belle idée, c'est une très très belle idée, les relais parentaux. C'est proposé pour tous les parents, et comme vous le disiez très justement au début, les parents sont avant tout des hommes et des femmes, et ils ont des enfants, et les hommes et les femmes, il y a des moments où ça va bien dans la vie, il y a des moments où ça va moins bien, et quand ça va moins bien, eh bien il faut pouvoir compter justement sur, dans un premier temps, famille, proches autour, puis quand on n'a pas ces réseaux-là, eh bien il y a le relais parental qui n'est pas une simple crèche ou un simple système de garde, c'est beaucoup plus. Non, c'est plus que ça, effectivement. La crèche ou les autres systèmes de garde, ils sont utilisés quand les parents vont travailler, quand ils ont besoin de sortir, classiquement, babysitter, etc. Mais là, c'est autre chose. Ce que viennent chercher les familles auprès du relais parental, c'est de pouvoir dépasser une difficulté. Un moment où ça va pas bien dans la famille, où c'est compliqué à la maison, avec les enfants, avec le conjoint. Plein de raisons qui font dans la vie des hommes et des femmes, c'est difficile, et il y a besoin de le dépasser. Pour le dépasser, ils viennent trouver le relais parental. Ça fonctionne comment? Il y a un financement, c'est ça, des collectivités locales et une participation des parents? C'est ça. Alors il y a une participation des parents et c'est aussi un engagement des conseils départementaux qui financent les relais parentaux dans le cadre de la protection de l'enfance. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est financé dans le cadre de la protection de l'enfance pour faire de la prévention. Et c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a évolué, c'est-à-dire qu'on ne se contente plus juste de réparer les pots cassés, mais on va au-delà, on évite qu'ils se brisent en fait. Les caméras d'M6 sont venues il y a quelques temps dans ce relais à Argenteuil et on y découvre en fait le fonctionnement, vous allez le voir en image, parce que les parents de Tyrone avaient besoin eux aussi de prendre du temps et Tyrone a profité du relais. Regardez, on en parle juste après. Quel joli reportage qui nous montre un peu cette vie, parce qu'il y a beaucoup de vie. La Croix-Rouge a d'ailleurs mené une mesure d'impact social sur les relais parentaux. Et il en est ressorti que l'épuisement était l'élément déclencheur. Mais les familles ne le disaient pas spontanément, elles avaient du mal à le reconnaître. C'est vrai que c'est tabou de dire qu'on est épuisé, et pourtant c'est tellement naturel. Et pourtant, tout le monde a le droit d'être épuisé une fois dans sa vie. C'est ça. Ou plusieurs fois. Exactement. En fait, quand on est parent... on a l'impression que, voilà, ça y est, on a eu un enfant, mais comme vous le disiez au début, être parent, ça s'apprend, il faut du temps, il faut découvrir ça, c'est un chemin qui est long, et en même temps, on avance aussi dans la vie, on va connaître plein d'événements qui vont se produire, auxquels on n'était pas préparé, et parfois, quand on se sent dépassé, c'est là où je crois qu'il faut évoluer, il ne faut pas hésiter à venir chercher de l'aide le plus tôt possible. Évidemment. En fait, il faut la connaître pour ça. Françoise, vous qui connaissez tous les publics en tant que bénévole, mais aussi à travers votre profession de médecin gériatre, on a le droit... pédiatre, gériatre. Gériatre, hein, c'est ce que j'ai dit. Non, mais je dis, c'est les enfants. Oui, c'est ça. Mais en plus, voilà, pour tous les âges. Mais finalement, on a le droit de dire qu'on est épuisé. On ne demande pas aux gens, je vais demander à Philippe dans un instant, mais on ne demande pas aux gens d'être surhumains. On a le droit de dire que j'ai pas envie, je sais plus, j'en peux plus. On a le droit. Mais bien sûr qu'on a le droit. Et heureusement qu'il y a la Croix-Rouge qui c'est vraiment ce tiers de confiance. Comment, je dirais, à qui peut-on confier les personnes qu'on aime le plus ?
ses enfants. Donc je veux dire, cette confiance, elle passe aussi par la confiance retrouvée des parents. Et l'idée aussi de reconstruire un projet, de pouvoir se projeter alors qu'on a le nez un peu dans le guidon, mais se redonner un peu d'espoir, un peu d'espérance. Et puis je crois aussi partager une responsabilité qui est celle de prendre soin des personnes les plus vulnérables, que ce soit les personnes âgées, pour revenir à mon métier, et que ce soit les enfants, évidemment. Philippe Croizon a aussi le droit d'en avoir marre à un moment ou un autre, d'être épuisé, parce que finalement, quand on a basculé dans, jamais épuisé. Ouais, mais quand on a basculé dans l'image d'Épinal, du super-héros, du super-recordman, de tout, voilà, il y a ça, évidemment, et c'est vrai, Philippe est un super-héros, recordman, etc. Et Philippe est un homme comme tous les autres, qui est souvent épuisé, qui a parfois envie de tout envoyer paître. Ah oui, et puis qui pleure souvent, parce que dans mes aventures, on m'appelle la chialeuse, parce que j'ai les larmes qui viennent facilement, mais je veux rebondir à ce que je viens de voir là, parce que ça me provoque de l'émotion. Oui. Et vous dire bravo, parce que quand j'ai eu mon accident, mon petit bébé, il est né 2 mois après mon accident. Quand je suis ressorti du coma, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi, et j'avais un petit garçon déjà de 7 ans. Alors imaginez pour la maman, il fallait qu'elle s'occupe de ces deux petits garçons, et il y avait un traumatisme dans la famille. Son mari qu'elle avait épousé, qui avait des bras et des jambes, n'avait plus de bras et plus de jambes. Et quand je suis rentré, en plus je suis rentré dans une phase un peu gros con, tout m'était dû, c'est moi qui ai eu un accident, vous allez m'écouter. Et je pense que s'il y avait eu comment dirais-je... Le relais. Le relais, exactement. S'il y avait eu le relais à cette époque-là et que si elle avait peut-être pu y aller, au moins mettre les enfants, qu'elles puissent se reposer, et voilà, je pense que ça aurait peut-être sauvé notre couple. Mais j'en sais rien, je ne vais pas refaire l'histoire, mais si ça avait existé, je pense qu'on aurait fait appel à vous. Ouais. Donc, bravo. Et merci de le rappeler ici parce que c'est essentiel. Comment est-ce qu'on arrive à créer une relation de confiance avec ses parents qui viennent parfois en n'osant pas trop peut-être pousser la porte? Comment on fait cette relation? Comment on la crée? Alors, c'est une question de posture. Bien évidemment, déjà ne pas juger au départ, entendre ce qu'ils ont à dire, prendre ce qu'ils ont à dire comme ils peuvent le dire, aller les chercher là où ils sont. C'est vraiment ça l'important au départ, d'écouter, de rassurer. C'est tout le travail que font les équipes sur les relais au quotidien, et c'est sur les premières visites, c'est les attentions qu'on peut y apporter, c'est la délicatesse dans l'écoute que l'on peut avoir, et c'est les considérer comme... Leur expliquer que ce qui peut se passer, c'est normal en fait d'être dépassé, parce que être parent, c'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement difficile. La société, parfois, on aurait tendance à penser que c'est l'inverse, que voilà, et puis en plus, la société est très exigeante en ce moment envers les parents. Il y a plein de choses qui sont demandées. Il faut être un super parent, il faut être parfait, il faut répondre à tout, et en plus de ça, il faut être performant au travail, etc. Et tout ça, c'est épuisant. Et tout le monde, en général, a des ressources autour, et parfois pas toujours. Philippe? Ouais, je me pose une question, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des parents qui ont des enfants en situation de handicap qui sont très très fatigués. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui beaucoup de choses sur les aidants. Est-ce que votre structure va évoluer dans ce sens-là, d'aider ces parents-là qui ont besoin de souffler, mais vraiment très très fort? Ça, c'est une vraie question. C'est quelque chose qui nous préoccupe depuis plus longtemps, qui me préoccupe personnellement, qui préoccupe les équipes. On mène tout un travail actuellement justement pour favoriser l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Parfois, c'est compliqué quand c'est des handicaps vraiment très ancrés au niveau du comportement ou de la déficience, mais on ne dit jamais non. De toute façon, au prime abord, on essaye, on regarde, on évalue, et après, on vient dire, bon, ben voilà, on va pouvoir l'accueillir 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais on le fait, et parfois, il y a aussi de belles surprises, ça peut fonctionner, ça fonctionne d'ailleurs quand on prend le temps, quand les parents ne sont pas suffisamment, pas complètement épuisés, et ont le temps justement à nous accorder, à créer cette confiance, à créer ce lien-là, ce qu'on puisse mettre tout en œuvre pour rassurer cet enfant dans ce lieu-là, on le fait et ça marche. Quelqu'un nous fait une remarque, et merci pour celles et ceux qui commentent sur les réseaux, sur le chat, c'est un bonheur de vous lire. Je reprends une remarque, quelqu'un nous parle de la bienveillance sans jugement et de la prévention. Il y a de la prévention, mais parfois vous intervenez aussi en réparation? Alors, parfois, quand on arrive un peu tard, oui, effectivement, on va être plus dans la réparation, et quand c'est vraiment trop tard, on va être dans l'accompagnement vers autre chose. C'est-à-dire que le relais parental, ça fonctionne quand le parent peut être acteur, déjà, oui, quand il a conscience de ça, et puis on regarde aussi l'enfant. Où est-ce qu'il en est? Et du coup, il y a des moments où il y a besoin d'une aide plus importante, et là, on va faire un travail d'accompagnement vers des mesures de protection. Ce n'est pas forcément un échec, c'est juste qu'il faut une action plus intensive de façon à ce que cet enfant puisse lui ensuite rebondir et garder toutes ses chances.
Vous faites partie des aidants et des accompagnants si importants, que ce soit dans la maladie, dans la vie quotidienne, dans les problèmes que l'on peut traverser les uns et les autres. Françoise, c'est essentiel de faire participer finalement les personnes que l'on accompagne. On sait que les parents peuvent avoir une petite participation financière, on les implique évidemment. C'est quoi le bon équilibre entre l'aidant et la personne accompagnée ? C'est compliqué de répondre à cette question parce que chaque situation est une situation extrêmement particulière. Je crois que l'un des prérequis à la participation, c'est vraiment la confiance partagée. C'est-à-dire, c'est faire en sorte de restaurer cette estime de soi, c'est de travailler sur la culpabilité et c'est de faire rentrer aussi, on a parlé des enfants handicapés, toutes ces questions dans le droit commun. Donc je pense que là, il y a vraiment sur les aidants, heureusement qu'ils sont là parce que je dirais dans la cohésion, dans l'accompagnement des personnes vulnérables, que ce soit des aidants naturels, des aidants professionnels, je crois qu'ils contribuent à faire en sorte que toutes ces personnes trouvent leur place au mieux dans la société. Et c'est l'occasion de saluer évidemment le travail formidable des aidants et des accompagnants dont on ne parle jamais. Ils sont estimés à plus de 11 millions en France. Et l'occasion, Philippe, de saluer ici une aidante incroyable. C'est votre compagne, c'est Susanna. Derrière chaque grand homme, il y a une femme encore plus immense. C'est Susanna qui est une aidante incroyable, qui a écrit un livre d'ailleurs là-dessus, qui est bouleversante. Qui s'appelle Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme. C'est ça. Où j'en prends plein ma tête dans le bouquin, mais c'est un beau livre. Oui, et d'ailleurs, vous avez témoigné, on a eu l'occasion récemment de vous interviewer là-dessus avec mes équipes, mais vous avez témoigné en disant, c'est en lisant le livre de Susanna que je me suis rendu compte en fait du rôle qu'elle avait vraiment dans ma vie. Je ne me rendais pas compte, moi, Philippe Croizon, de ce que faisait ma compagne, c'est ça? Exactement. Heureusement qu'il y a eu ce livre, parce qu'on était sur une pente un petit peu descendante. Et le fait de lire ce qu'elle avait subi, enfin ce qu'elle avait vécu à mes côtés, elle est tombée amoureuse de moi, elle ne se rendait pas compte qu'elle allait devenir aidante et que s'occuper d'un gros bébé, on a 5 enfants, on est papy et mamie 2 fois, et le plus gros bébé de la famille, c'est moi. Et c'est vrai. Donc il faut s'en occuper en permanence. Donc ce livre a été salvateur. Ouais. Et vous êtes le gros bébé qui n'a pas le caractère le plus simple, certainement. Non, là je suis jovial, mais en vérité je suis attentionnaire. Oui, c'est ça. Non, mais c'est la question de la réalité du lien, la matérialisation du lien, c'est-à-dire d'avoir pu mettre ça avec des mots. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et ça impose cette juste distance et cette prise de recul qui est extrêmement importante.